Bonjour à tout le monde, merci d'être parmi nous et bienvenue à la troisième session de la formation sur le RNES 3.0. Alors, aujourd'hui, on va parler de la gestion des risques et opportunités environnementaux. Donc, on attend encore un petit instant qu'il y a des gens qui sont en train de s'unir. Si en même temps, vous voulez bien et vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre institution et votre pays dans la chat, cela nous permet de commencer à en interagir. On se donne encore 2 minutes et on va bien commencer. Merci. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci pour qui écrit dans la chat le nom. Si vous pouvez écrire votre nom, votre institution et le pays d'appartenance où vous avez vos activités, c'est bienvenu. Comme ça, on comprend mieux avec qui on travaille aujourd'hui. Merci pour cela. Merci Cambo. C'est très bienvenu. Euh, voilà, on se donne encore un petit minute et on se lance. Merci Camille. Voilà, on se donne encore un petit instant. Je vois que quelqu'un a écrit, mais pas tout le monde. Voilà. Merci, Justin Jules. Merci. Merci, papa. Voilà. Donc, en même temps qu'on commence, vous pouvez bien me confirmer que vous voyez bien ma présentation et que c'est en plein écran. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Super. Normalement, on est en plein écran et vous voyez série de formations et vous voyez GI2, gérer les risques et opportunités environnementaux. C'est bien ça? Super. Ok, on est bon. Et est-ce que vous m'entendez bien? Super, génial. Bon, voilà, donc on se lance dans ce petit temps de formation qu'on a. Alors, merci à tout le monde d'être là. Merci d'être parmi nous. On est là aujourd'hui à la troisième session de formation. Euh, Ravi d'être avec vous pour discuter aujourd'hui de la gestion des risques opportunités. Alors là, c'est une session qui fait directement suite à la session d'avant où on parlait d'identification. Donc voilà, c'est clair, mais c'est important, je pense, à répéter qu'on ne peut pas gérer qu'est-ce qu'on n'identifie pas. Donc ça veut dire que pour pouvoir bien comprendre de qu'est-ce qu'on va parler dans cette session-là, et c'est important que vous avez bien intégré qu'est-ce que c'est et comment on fait l'identification des risques et opportunités. OK? Donc, c'est pour cela, il faudrait bien savoir qui parmi vous a participé à la formation de la fois passée, où on a parlé d'identification des risques et des opportunités environnementaux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'écrire dans la chat s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas participé à la formation précédente? J'attends un instant. Vous pouvez très bien écrire. C'est important. Comme ça, on perd personne. Et si quelqu'un n'a pas participé, bah, je peux faire des petites allusions à ce qu'on a discuté. On ne va pas tout reprendre clairement. Mais voilà. Donc, Cambo, quand vous dites non, ça veut dire que vous avez participé ou pas? C'est aux deux autres webinaires. Moi, je n'ai pas participé aux deuxième session. OK. OK. Euh, OK. Très bien. J'ai été la première. Oui, j'ai participé. Donc, voilà, on a un peu un mélange. Donc, on va essayer d'être intéressant pour qui suivent le cours depuis le début et pour qui il rentre aujourd'hui. Donc, on va faire un peu un mixte. Voilà, donc on se lance. Alors, on vous rappelle que cette formation-là, c'est parti d'un cycle de formation dans les trois langues, anglais, espagnol et français.
qui est le groupe pour la finance verte, inclusive et climatiquement intelligente de la plateforme européenne de la microfinance vous offre gratuitement à tous les intervenants dans le secteur de la finance inclusive. Vous trouvez aujourd'hui à la troisième session. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé de vous enregistrer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour la quatrième session, ça veut dire la semaine prochaine, où on va parler maintenant des produits et des services financiers et non financiers. Ça, c'est voilà, c'est très important euh, parce que c'est un peu le summum de ce qu'on discute jusque-là. Donc, comment on traduit tout ce qu'on a discuté de la session 1, 2 et on va discuter aujourd'hui de la session 3 en des produits financiers et non financiers concrets dédiés à nos clients. Voilà, donc en commençant de cela, l'objectif d'aujourd'hui, c'est le suivant, acquérir une compréhension initiale de la norme 2, donc gestion des risques et opportunités environnementaux du Green Deal 3.0 et des meilleures pratiques à s'y rapporter. OK? Le deuxième objectif, c'est développer la base pour faire une évaluation du statut de l'institution, donc institution financière de microfinance autres qui agissent dans le secteur de la finance inclusive, par rapport à la norme GA2, donc la norme qu'on va discuter aujourd'hui, et identifier les lacunes qui nécessiteraient une certaine action. Donc voilà, donc on a un double objectif. Un, c'est comprendre de qu'est-ce qu'on parle. Deuxième, c'est de voir comment cette dimension-là peut être utilisée comme une évaluation pour votre institution et éventuellement identifier les lacunes. Donc, je vous rappelle aussi que qui participe à les cours de formation, ils ont la possibilité de aussi participer à la collecte de données dans votre institution pour comprendre l'état d'avancement de votre institution selon les quatre normes du Green Deal 3.0. Qui fait ça? Donc, ça veut dire, dans la deuxième partie de cette formation, on vous partage un lien. On le fait à chaque fois dans les sessions. Et qui le fait pour 4 fois et ils ouvrent et remplissent ce lien avec les informations de sa propre institution ou, s'il n'est pas une institution de microfinance, des institutions partenaires. Donc, vous êtes un consultant, vous êtes un investisseur, vous voulez interroger une institution de microfinance. Cela va vous permettre qu'à la fin de la formation, vous allez recevoir un indicateur, OK, avec un scoring qui va vous dire combien vous avez reçu par rapport à un scoring de 0 à 100% dans tous les quatre normes. Et aussi, on va vous partager le benchmark, ça veut dire le scoring du groupe, où vous vous positionnez par rapport au groupe. Cela, c'est disponible seulement pour qui remplit tous les quatre sessions de collecte d'informations pour les 4 sessions de formation. C'est clair? Dites-moi si ce n'est pas clair, dites-moi, je vais répéter. Pour la suite, l'agenda aujourd'hui, on fait l'introduction de la finance verte inclusive et Green 3.0. Ça, on va aller plutôt rapidement. C'est un peu le même qu'on fait chaque fois. On va discuter d'autres choses qu'on n'a pas discutées les fois précédentes pour aller un peu plus en détail. Mais voilà, on est aligné avec les premières deux sessions. Et après, la session 2, c'est le centre de la formation. On va discuter de la gestion des risques et opportunités environnementaux et que ce sont de bonnes pratiques. Et de la session 3, je reviens, c'est où on va partager avec vous le lien pour la captation de ces informations et pour vous permettre d'auto-évaluer votre institution ou d'évaluer une institution partenaire. Est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Sinon, je me lance dans la première session, dans la première section. Pardon. Avez-vous des questions? Oh non? OK. OK, donc je continue. Petite introduction. Alors, important pour qui n'a pas suivi les formations d'avant, petit revue pour les autres et petit approfondissement pour tout le monde. Alors, le groupe d'action, c'est qui? Pour rappeler, c'est un groupe fondé en 2013 au sein de la plateforme européenne de la microfinance qui se constitue d'un 150 membres plus ou moins qui sont affiliés à 75 institutions. Donc, si quelqu'un parmi vous il voit que c'est intéressant ce qu'on fait, il voudrait éventuellement être partie du groupe d'action, s'il vous plaît, vous pouvez faire deux choses. Un, écrire ici directement de la chat, on va vous contacter. Deux, vous pouvez envoyer un email à l'email que Fernando va vous partager dans la chat directement. Comme ça, vous pouvez écrire et manifester vos intérêts. Fernando, vous pouvez mettre l'email du groupe d'action directement. Comme ça, les gens, voilà,
peut très bien écrire ici green@imfp.eu. Donc, c'est là où il faut écrire et manifester vos intérêts. Quand vous manifestez vos intérêts, s'il vous plaît, de vous dire vos noms, vos prénoms, si vous êtes affilié ou pas à une institution, au pays, et pourquoi vous voulez participer au groupe. Le groupe se focalise sur différentes choses, différents objectifs, défis et stratégies actuelles, améliorer la connaissance de l'action, renforcer la coopération, accroître l'attention internationale, développer des outils communs dédiés, comme le Green 3.0, publier et diffuser des conclusions, renforcer l'intérêt et l'engagement concret de toutes les parties prenantes. Voilà, on a parlé pas mal des finances vertes inclusives, on ne l'a jamais vraiment défini, donc il n'y a pas une définition qui est, disons, qui est acceptée pour tout le monde. Le groupe d'action de la finance verte inclusivement intelligent a développé une définition pragmatique, voilà, qui, c'est intéressant de pouvoir la lire, et s'écrit ici. La finance verte inclusive consiste des processus de gestion des risques, donc on parle des risques et des processus, des produits, voilà, financiers, mais aussi des produits potentiellement non financiers, donc, mais qui sont partis d'un cadre d'une offre financière. Ça veut dire, si vous offrez seulement du support pour le développement des pratiques vertes, mais il n'y a pas un financement, ne qualifie pas dans la finance verte inclusive, qui sont intégrés dans une stratégie environnementale, donc le cadre stratégique, et des suivis, système de suivi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas suffisant seulement d'avoir la stratégie en implémentation, il faut aussi suivre et reporter. Rendu possible par des politiques de réglementation. Donc voilà, le fait qu'il y a des politiques de réglementation qui ne vont pas à l'encontre ou contre la stratégie et l'implémentation que vous faites directement, et qui soutiennent les opportunités. Attention, il peut soutenir des opportunités économiques, ça veut dire augmenter des revenus, par exemple, d'une entreprise, ou les besoins des ménages. Donc, ça peut dire satisfaire un besoin, par exemple, un besoin que c'est d'avoir un frigo. Si le frigo est efficace ou efficient, peut qualifier comme de la finance verte, ou, par exemple, le besoin d'avoir un panneau solaire pour faire fonctionner votre business. Des micro, petites et moyennes entreprises, donc parler des micro, des petites jusqu'à les moyennes, l'importance que pour être inclusive, il faut qu'elle soit partiellement ou totalement exclue du secteur bancaire traditionnel. Et de quelle forme? Il faut que ce soit de forme propre. Donc, vous voyez, du point de vue de ne pas impacter les écosystèmes ou de les impacter positivement, que ce soit résilient, ça veut dire réduire les vulnérabilités et s'il y a un choc climat ou biodiversité, que cela il n'impacte pas davantage l'entité et qu'il soit durable. Okay? Durable, ça veut dire durable de trois points de vue. Durable du point de vue environnemental, mais durable du point de vue aussi social, qui garantit l'inclusion sociale et économique, mais aussi durable du point de vue économique, donc génération de revenus et qui puisse être persistant dans le temps. Donc tout cela, c'est une définition complexe, c'est traduit beaucoup plus formellement et concrètement dans ce qu'on a déjà discuté les fois passées, le fait que la finance verte inclusive a affaire avec trois dimensions clés. La dimension vulnérabilité, donc comment les clients, les institutions sont affectés par l'environnement. Est-ce qu'il y a une sécheresse, mes clients sont affectés? Est-ce qu'il y a un débordement dans la rivière, mon staff et mes agents sont affectés, par exemple? Ou comment les clients et les institutions affectent l'environnement? Donc, par exemple, est-ce que moi, dans mon agence, j'imprime davantage des feuilles en papier, voilà, ou est-ce que mes clients font l'utilisation, par exemple, des constructions en briques qui vont polluer les rivières, voilà. Et troisième, opportunité économique, est-ce que, en fait, l'aspect vert peut satisfaire une demande et augmenter les revenus? Donc, est-ce que implémenter des pratiques de technologie verte, voire panneaux solaires, pompes à irrigation solaire, véhicules électriques, voire irrigation efficace, etc. Est-ce que cela peut satisfaire une demande et augmenter les revenus? Donc, ces trois concepts clés sont très importants que vous les intégrez davantage parce que la finance verte inclusive, il part de tous ces trois-là, et le Green 3.0, il reporte sur tous ces trois-là. Par exemple, la stratégie. Est-ce que la stratégie réduire la vulnérabilité? Est-ce que la stratégie pour réduire, améliorer l'impact sur les écosystèmes? Est-ce que la stratégie pour atteindre des objectifs verts qui répondent à des demandes et génèrent des revenus? Et c'est là aussi pour l'identification des risques opportunités. On va le voir aujourd'hui pour la gestion des risques opportunités et clairement et notamment pour les produits. Quel type de produit réduit la vulnérabilité, génère de résilience? Quel type de produit génère disons, des résultats positifs sur l'environnement et décroître les résultats négatifs que vous avez déjà? Et quel type de produit satisfait une demande ou génère des revenus davantage pour les clients? Donc, la finance verte inclusive, c'est, disons, l'ensemble de ces trois et leur interaction.
Et l'autre concept très important qu'on a déjà parlé, il faut toujours penser ça parce que le Green 3.0 est structuré de cette forme-là aussi, c'est que le concept indirect, ça veut dire qu'est-ce que sont les activités de vos clients, comme eux, ils sont vulnérables aux le perte des écosystèmes, comme eux, ils impactent les écosystèmes, et le volet direct, voilà, que c'est le volet de comme vos ressources humaines et vos locaux, ils sont éventuellement vulnérables ou ils ont un impact négatif sur l'environnement, comme eux peuvent avoir des avantages économiques s'ils passent dans un volet vert. Par exemple, je mets des panneaux solaires sur le toit de mon agence, donc je baisse mes coûts d'accès à l'électricité ou j'ai une opportunité parce que je commence à avoir de la lumière quand il n'y a plus de lumière dans les locaux. Donc, c'est là, c'est des concepts clés. Le Green Index, c'est un indicateur qu'on a développé à partir de 2014. La chose importante à comprendre, c'est que c'est un outil de sensibilisation, en plus d'être un outil d'évaluation. En fait, il couvre pas mal de rôles. Il sensibilise les entités. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de votre institution, ou si vous êtes un consultant, un chercheur, une agence de développement, vous pouvez l'utiliser pour sensibiliser les entités financières sur la thématique verte, parce qu'il montre ce qu'ils pourraient faire. C'est en fait aussi un outil de formation, parce qu'en parcourant le Green Index de A à Z, vous voyez les meilleures pratiques qu'une institution peut faire du point de vue de stratégie, identification, gestion, produits et services. Et clairement, une fois que vous faites l'analyse Green 3.0, vous permet aussi de fixer des priorités, parce qu'il va définir les premiers écarts que vous pouvez avoir, fixer les priorités d'intervention, un plan d'intervention et éventuellement réutiliser le Green 3.0 pour suivre le progrès. Après 1 an, 2 ans que vous l'avez fait la première fois, vous pouvez le refaire et monitorer s'il y a eu des progrès ou pas. Pour quelqu'un d'entre vous qui connaît les dimensions 7, donc dimension 7 des standards universels de la performance sociale environnementale de la plateforme, pardon, de l'SPTF et des séries. Alors, c'est là aussi, c'est un outil d'identification de la performance environnementale et sociale financière. Alors, la dimension 7 et le Green Deal 3.0 sont totalement alignés. Le Green Deal 3.0, il va plus en profondeur, à la fois dans chaque question, mais à la fois aussi dans chaque dimension avec plus de détails. Mais si vous remplissez un Green 3.0, vous êtes en train aussi de remplir en dimension 7. Et si vous remplissez en dimension 7, vous avez un premier aperçu sur le Green 3.0. Donc, en fait, il y a un alignement entre les deux, aussi parce que la dimension 7 des standards universels de performance sociale et environnementale était co-développée entre CERIS, le SPTF et le Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group. Voilà, donc concrètement, si vous avez déjà vu la dimension 7, ça c'est le mapping. La stratégie environnementale de Green 3.0, c'est la stratégie environnementale de la dimension 7A. Les deux standards, identification et gestion des risques, ils fluissent dans un seul standard, dans une seule norme de la dimension 7, que c'est l'identification et la gestion des risques, et les produits verts et services verts sont la norme 7C pour la dimension 7, pardon, oui, la norme 7C pour la dimension 7, et sinon c'est la norme G1.4 pour le Green 3.0. L'autre différence, c'est que quand vous allez à l'intérieur de chacun de ces normes-là, le Green Index a plus des questions, donc plus d'indicateurs pour chaque norme par rapport à la dimension 7, mais aussi la méthodologie est un petit peu différente parce que pour chaque question, le Green Index vous fournit un choix multiple que vous pouvez élire. Par exemple, j'ai une stratégie environnementale, c'est pas seulement que vous dites oui, non, partiellement, vous le justifiez, ben, il faut dire qu'est-ce qu'il couvre. Par exemple, qu'il couvre la réduction de l'impact sur l'environnement, la réduction de la vulnérabilité, la promotion de l'intégration des pratiques vertes chez les clients, etc., etc. Donc, c'est là qui davantage rend le Green 3.0 beaucoup plus détaillé. Mais par contre, la dimension 7, qu'est-ce qu'il assure? C'est que l'évaluation est faite en total alignement en conformité avec les autres 6 standards de la performance sociale, voilà, et vous permet d'avoir un premier plan de où vous vous trouvez et comment vous pourrez y avancer. Donc, les deux sont faits pour intégrer les besoins, sont complémentaires et synergiques. Quand vous remplissez un Grid 3.0, vous allez voir un résultat de 0 à 100% sur toutes les 4 dimensions. Voilà. Et comme vous voyez ici en bas, on a l'honneur de vous partager le Grid 3.0, qui ça fait quand même 4 ans qui est sur le marché et qui est l'évolution des les premières versions de Green Index 1 et 2, qui quand même, il fait presque 11 ans qu'ils existent et qui étaient déjà basés sur pas mal des évaluations.
Ça, c'est la forme de la Greenest 3.0. Je me soufflerai un instant seulement sur la dimension, sur la norme 2, qu'on va explorer davantage pour la suite. Vous voyez que comme pour les autres, divisé en deux pratiques essentielles. La première qui dit la gestion des risques et opportunités indirectes. Donc, ça veut dire la gestion des risques et opportunités de vos clients, des clients en institutions de microfinance. Et la norme G1 2.2, c'est la gestion des risques et opportunités directs, ça veut dire les risques et opportunités de l'institution même ou de ses employés. OK? Donc ça, c'est la division entre les deux. OK? Et donc, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de ces deux pratiques essentielles? Bah, pratiquement, on va identifier la capacité de gérer les risques. Disons, la première pratique essentielle pour les clients, donc la gestion des risques et opportunités indirectes, c'est des risques qui étaient identifiés auparavant dans la pratique essentielle G1A1, qui c'est la première pratique essentielle de la norme 2, donc l'identification des risques et opportunités indirectes. Donc, en fait, vous voyez, il y a clairement un flow. Si vous lisez la GA1, vous lisez l'identification des clients, de la vulnérabilité, des impacts négatifs sur l'environnement, de la demande des besoins vertes. Vous vous souvenez, les trois dimensions qu'on a discutées. Donc, dans ces premières pratiques essentielles, on regardait si ces trois dimensions-là sont bien identifiées pour chaque client et pour votre portefeuille. Dans la pratique essentielle G1, 2A, ben, vous dites, ben, est-ce que la vulnérabilité, les impacts négatifs sur l'environnement et la demande et les besoins pour pratiques vertes, qui étaient apparemment identifiés dans la dimension de la norme GA1, ben, ils sont inclus. Voilà, ils sont inclus dans quoi? Dans le processus de gestion des risques, donc c'est traduit dans des processus de gestion des risques, dans des outils, des indicateurs concrètement dans la situation, et aussi dans des processus de produits de crédit. Donc ça veut dire, c'est vraiment la dimension, la standard, la norme de transformation de l'identification à la gestion. Donc qu'est-ce que vous avez identifié? Est-ce que vous êtes en train de le gérer? Est-ce que donc il inclut des différents processus policy par rapport à la gestion des risques, processus policy par rapport à à les crédits verts. Et si on va dans la pratique essentielle 2, donc G1, 2, 2, gestion des risques et opportunités directes, là, c'est la conséquence de la pratique essentielle G1, 1, 2, de la norme d'avant, qu'on expliquait la fois passée, de la session 2, parce qu'il dit, bah, qu'est-ce que sont les actions et les processus qui visent à réduire la vulnérabilité de l'institution maintenant et les impacts négatifs de l'institution et les opportunités que l'institution a identifiées avant. Ça veut dire, est-ce que si je poursuis la transition verte, est-ce que j'accède par exemple à des crédits ou des financements à plus bas coût? Donc, ceux-là aussi sont liés, hein, parce que on gère qu'est-ce qu'on identifie dans le pratique essentiel d'avant qu'on a expliqué. Donc, l'identification des risques directs opportunités. Donc, où il demandait est-ce qu'il y a une identification de la vulnérabilité, de l'impact environnemental et aussi de l'opportunité de l'institution même pour aller dans la dimension verte. Est-ce que cela c'est clair ou il a besoin davantage d'explications? On va le décortiquer dans la prochaine session. Quelqu'un a des questions? Ok, donc on avance. Si vous pouvez faire savoir, on avance. Petite chose qu'on n'a pas explorée, on n'a pas expliqué encore sur la partie générique, mais que je pense que maintenant, la troisième session, c'est important pour qui nous suivent depuis la première de le savoir pour davantage améliorer sa propre compréhension de l'Organisme 3.0. Et pour qui c'est la première fois, bah, c'est quand même un petit valeur ajoutée. C'est que l'Organisme 3.0 est structuré aussi selon un ensemble des éléments qu'on appelle facilitateurs et portées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on demande quelque chose de 3.0, ce n'est pas seulement qu'on la demande, on va s'y vérifier. Donc, par exemple, si vous me dites, oui, j'ai identifié la vulnérabilité aux sécheresses de mes clients, hein, pour la fois passée. Bon, cela n'est pas suffisant pour avoir un bon scoring parce que les questions qui suivent sont trois. Première, c'est comme vous le faites. Et alors là, il y a deux sous-questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous forme à le faire? Est-ce que vous avez un personnel formé? Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un qui est un expert pour faire cela? Sinon, comme je peux savoir que cela est fait correctement? Deuxième, c'est avec quel outil vous le faites. Donc, vous l'identifiez comment?
vous posez des questions, il y a un questionnaire, il y a un outil digital, vous regardez sur un site où cela est tout structuré, vous parlez avec des gens, etc., etc. Donc, avec quel outil vous le faites? Ces deux concepts-là, comme vous voyez, c'est écrit capacité et outils, c'est qu'est-ce qu'on appelle les facilitateurs. Ça veut dire il y a un élément de l'organisme 3.0, par exemple l'identification de vulnérabilité, ça c'est une question, et si votre deux questions qui vous posent des questions sur les facilitateurs, dire avec quelle capacité vous le faites, avec quel outil. Donc la capacité, il s'agit de les évaluer les institutions acquis la capacité de mettre en œuvre les activités de chaque norme. Cela peut se faire en interne, donc pour former vos propres personnels, ou en externe pour, à travers des partenaires qui sont spécialisés pour faire du faire. Et les outils, il s'agit d'évaluer les outils utilisés par l'institution pour mettre en œuvre les activités de chaque norme. Ces outils peuvent être des indicateurs, des documents, des solutions informatiques ou autre chose. Ça, c'est un point important. Voilà, chaque chose est évaluée pour Insta 3.0. Il passe après un revue sur les facilitateurs. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Est-ce que vous avez les outils pour le faire? Et le troisième, c'est la portée. Donc, ce n'est pas suffisant de savoir seulement est-ce que vous faites quelque chose, est-ce que vous avez la capacité, est-ce que vous avez l'outil pour le faire, c'est aussi combien vous le faites. Donc, ça, c'est typiquement les indicateurs quantitatifs. Par exemple, si on revient à l'exemple de l'identification des, par exemple, de la vulnérabilité aux sécheresses, on veut aussi savoir pour combien de clients vous le faites, pour combien de portefeuilles. Parce que si vous le faites pour 2% du portefeuille, c'est quelque chose. Si vous le faites pour 80%, c'est autre chose. Alors, donc, il y a justement cet élément-là. Donc, avec ça, on revient sur un petit point qu'on n'a pas expliqué autrefois non plus, c'est l'idée de comment le est structuré. Il est structuré selon le concept du plan des modèles d'amélioration. Ça veut dire les différentes normes vous permettent de suivre un modèle circulaire d'implémentation, amélioration continue. Donc, la norme stratégie d'identification vous permet de planifier. Vous planifiez une action. Qu'est-ce que vous voulez être dans 2 ans? C'est quoi votre stratégie, vos visions? Sur quelle thématique. L'identification vous permet davantage de planifier, parce que si vous n'identifiez pas correctement les risques et les opportunités, comme vous pouvez planifier et avoir une stratégie, une vision correcte à court terme et moyen terme. Après, il y a l'étape faire. Voilà. Une fois que j'ai planifié avec la stratégie d'identification, là, on part des premières normes, notamment de la pratique essentielle 1 de la norme 0 et des deux pratiques essentielles de la norme 1. Après, on passe à faire. Et aujourd'hui, la session-là, c'est la première session où on passe sur le faire. Le faire est fait sur deux choses. Donc, la gestion, justement, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Gestion des risques et opportunités. Donc, une fois que j'ai planifié comment après je les gère. Et après, les produits verts et services. Donc, ça veut dire comment je finance cette transition, donc comment je la fais. Et après, on revient au point 3. Point 3, c'est vérifier. Donc, vérifier, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Il me permet d'attendre qu'est-ce que j'ai planifié. C'est ça un peu l'idée. Et c'est là, elle parle de la pratique essentielle numéro 2 de la norme 0, où il y a tout l'instrument de gestion des données, évaluation, monitoring et reporting. Une fois que j'ai cette étape-là fondamentale, après, je peux comparer qu'est-ce que j'ai vérifié par rapport à ce que j'ai planifié et définir en façon d'agir. Donc, comme je peux agir pour améliorer ma planification et pour l'implémenter plus correctement. Donc, un processus de responsabilité interne qui il va à définir qui est responsable de quoi. Et donc, ça, c'est plutôt par de la première pratique essentielle de la norme 0, que c'est la mise en place, pardon, de la deuxième pratique essentielle, c'est la mise en place de la stratégie. Et donc, redéfinir, adapter les responsabilités, etc. et d'y intégrer les apprentissages. Ça, c'est un point important. Vous souhaitez d'utiliser aussi le Greenest 3.0. On vous invite à le faire de ces formes-là, qui donc va être pas seulement un instrument, si vous voulez, d'évaluation, mais aussi un instrument d'amélioration. Clairement, c'est là, c'est un plan circulaire. Vous pouvez continuer à le faire et vous pouvez continuer à vous améliorer. N'est pas seulement dans un chemin d'amélioration, mais c'est parce que il va y avoir davantage de choses différentes qui se posent à vous. Et donc, il faut chaque fois l'évaluer et les améliorer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Là, je m'arrête sur la section 1 et on va dans la section centrale de cette formation, que c'est la gestion des opportunités environnementales. Et c'est bonne pratique. Je m'arrête un instant et je regarde si quelqu'un a des questions. Vous pouvez faire deux choses pour les questions. Vous pouvez l'écrire dans la chat ou vous pouvez aussi lever la main et on vous donne la parole. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. C'est important d'échanger. À travers l'échange, on comprend le niveau de compréhension.
et vos questions peuvent aider aussi tout le reste des participants. Vous avez arrêté les 2 séances, quoi faire? J'imagine que vous pouvez demander normalement à mes collègues de la plateforme européenne de la microfinance, en partageant peut-être votre email, ou vos contacts pour quand même le retrouver, de pouvoir avoir accès à le matériel de formation et aussi à la vidéo enregistrée, si ça vous va. Vous pouvez aussi davantage décider, si vous êtes une institution financière, d'utiliser les liens pour collecter les informations chez votre institution, ainsi que vous pouvez encore prétendre de pouvoir voir le résultat de vos scoring vis-à-vis de le benchmark. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que l'outil est déjà utilisé pour les MFI? Si oui, quel retour le corps utilisateur? Alors, ces outils-là est en place depuis 2014 et a fait une étude. Peut-être, Fernando, si tu l'as sur la main, tu peux partager l'étude sur l'état de l'art des dernières 10 ans. Donc ça, c'était publié il y a 2-3 ans. On a fait une étude sur plus que 850 institutions financières, 850, de plus de 1200 évaluations faites pour comprendre comment cela a évolué dans le temps. Donc la réponse rapide, oui, c'est déjà utilisé largement. Maintenant, est-ce que c'est systématisé? Non, c'est pas encore. Quelqu'un l'utilise seulement qu'il y a une collecte de données. Donc, tous ces reporting-là, c'était des collectes de données. Maintenant, il était intégré dans la dimension 7. Donc, ça veut dire que chacun qui fait une évaluation d'un SPI, il remplit aussi en partie de cette performance environnementale. Certains des investisseurs, ils l'utilisent dans leur diligence, due diligence. Voilà. Et donc, il y a un ensemble d'utilisations. Ouais. OK. Je lève la main. Cambo, vous levez la main. Ce n'est pas seulement vous que vous avez levé la main, mais on peut vous donner la parole. Il y a un petit bouton pour lever la main. Voilà, c'est là. Super. Vous. Est-ce qu'on peut donner le micro à Cambo, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez parler maintenant. Il faut que vous ouvrez de vos parties. Nous, on vous a autorisé à l'ouvrir, mais on a pu ouvrir. Ok, bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour la formation. Ma question, c'est est-ce que la stratégie doit tenir compte du temps? Du temps, parce que dans le premier élément, vous avez mis stratégie et chose. Stratégie et identification. Est-ce qu'il y a une durée pour la stratégie? Peut-être on fait la stratégie pour 2 ans, pour 5 ans ou même pour 10 ans. Merci beaucoup. Merci, merci pour cela. Donc, le détail de la stratégie est expliqué dans la session 1. Si quelqu'un a des doutes aussi, vous pouvez parcourir le matériel et aussi la vidéo. En court réponse, la stratégie, oui, doit avoir un terme, doit avoir des objectifs à court et moyen terme, voilà, mais pas des objectifs forcément à 10 ans. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on a des objectifs concrets et en vision sous cette durée de temps, après, il faut la réviser et il faut la mettre à jour. Donc, dans ce parcours d'apprentissage, donc oui, on est censé de mettre à jour notre stratégie je dirais pas tous les ans, mais au moins tous les 3 ans comme idée. Donc, vous le faites entre 2-3 ans, c'est bien. Donc, typiquement, sur l'horizon de 3 ans, c'est un peu une façon de mettre en place la stratégie. Ça peut être fait un peu plus long, un peu moins fréquent, un peu plus selon ce processus d'amélioration continue, voilà, qui vous permet de comprendre qu'est-ce que vous avez pensé que vous voulez faire, est-ce que vous le faites vraiment et vous le faites correctement. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est bien de ne pas attendre 3 ans pour la mettre à jour, bah, il faut la mettre à temps plus tôt. Et si en fait tout ça marche bien, bah, peut-être c'est une bonne stratégie qui peut durer un peu plus. Mais les objectifs qui normalement doivent être inclus dans la stratégie, bah, il faut les fixer sur, disons, 1 an, 3 ans typiquement. Alors, quelqu'un d'autre lève la main. Et Gide, vous avez levé la main, apparemment. Alors, on ne vous voit pas encore. Clotilde, quels sont les éléments clés pour la bonne planification? Alors, les éléments clés pour la bonne planification, c'est d'abord l'identification. Alors, c'est fondamental, et je ne m'arrêterai pas de continuer à répéter, que, de penser un peu de temps pour pouvoir identifier correctement l'état actuel et après catégoriser les écarts que vous allez à définir en fonction de l'état actuel. Le Green Index va vous donner un scoring de 0,5% sur les différentes normes, sur les différentes pratiques essentielles, sur les différents indicateurs. Vous allez facilement découvrir qu'est-ce que sont les écarts par rapport à les mieux pratiques, donc lesquels qui ont un scoring plus bas.
Mais après, il faut faire notre deux petites étapes pour pouvoir commencer à planifier correctement. Un, c'est de comparer ces écarts vis-à-vis de votre vision stratégique. Par exemple, vous pouvez voir des écarts, c'est pas dans la biodiversité, mais vous êtes plutôt dans la ville et votre vision, c'est de travailler davantage sur l'économie circulaire. Donc peut-être ces écarts, vous ne êtes conscient et ce n'est pas quelque chose que vous a fait davantage sur l'institution que vous voudrez être à terme. Deuxième, il faut comparer les écarts aussi vis-à-vis des benchmarks, quand possible. On n'a pas encore beaucoup de benchmarks, mais il y en a certains qui vont vous dire, bah, selon la moyenne mondiale, régionale de mon pays, ou selon la moyenne de le type d'institution que je suis, grand, petite, banque, NGO, etc., bah, qu'est-ce qui normalement c'est le niveau de performance, la différents indicateurs et les différents standards. Et en fonction de cela, bah, on va faire quoi? On va définir les écarts, on va les mettre dans un axe de prioritisation en fonction de lesquels qui nécessitent un bas effort pour atteindre des objectifs et en fonction de lesquels, une fois qu'ils sont atteints, ils génèrent le plus grand bénéfice. Typiquement, après, il y a une compétition entre grands bénéfices et temps d'attente, et à niveau aussi des grands bénéfices et nécessité de capacités d'implémentation. Et en fonction de cela, vous commencez à définir, OK, lesquels je fais pour première. Je veux commencer quelque chose que dans des choses concrètes à court terme, 4 mois, 5 mois, etc., mais qui me permet de construire à moyen terme. Après, vous mettez ça en ligne et après, il faut évaluer les ressources nécessaires à mettre en place pour pouvoir implémenter chacun de ces étapes et aussi évaluer une chose très importante, les dépendances. Par exemple, si vous définissez que la gestion des risques est en priorité pour vous, qui vous donne des bénéfices à court terme et que vous avez un budget suffisant pour le faire, mais vous découvrez que vous n'identifiez pas correctement les risques, donc il faut attendre un instant, revenir à l'arrière, s'assurer que les bases pour vos objectifs clés sont atteintes avant de se lancer sur ces objectifs. Ma stratégie est que la stratégie est adaptée au pays du Sud. Ben oui, clairement adaptée au pays du Sud parce que la stratégie est adaptée à l'institution, à vos clients. La stratégie doit faire deux choses. Un, il doit être totalement adapté et dessiné autour de votre propre institution, à l'institution de microfinance, qui est dans un pays du Sud ou dans un pays du Nord, ça dépend où il est basé, disons au Sénégal, au Colombie, au Bangladesh, pour faire un exemple. Il définit sa stratégie en fonction des écarts et des nécessités, des besoins qu'ils ont localement et pas seulement localement, aussi pour le target et la cible de vos propres clients. Et après, la chose quand même importante à faire, ce n'est pas seulement être local, c'est aussi autant que possible l'aligner, voilà, avec un cadre de reporting pays au moins, et encore mieux pays et international. Pourquoi cela-t-il important? Parce que si vous êtes capable de montrer que vos stratégies qui vous permettent d'avancer et attendre davantage une gestion plus intéressante du climat et biodiversité pour vos clients, bah, c'est très bien. Mais si cela permet aussi de pouvoir parler et reporter, disons, sur les grands indicateurs de développement, fois à niveau pays, fois à niveau international, cela va vous permettre de faire deux choses. Un, d'encadrer cette transformation dans un cadre expérimenté pour deux pays, deux entités, donc pouvoir améliorer votre apprentissage. Mais d'autres va vous permettre de communiquer et communiquer à l'extérieur de votre institution, éventuellement de votre pays, pour éventuellement attirer des investisseurs, structurer des projets, des programmes, etc. Et aussi, ça peut être aussi des demandes normatives. Hein, ça peut être normative de vos pays ou au niveau international. Alors, je continue. On va maintenant dans le centre de cette aujourd'hui de formation. On parle de la gestion des risques et opportunités. Si vous voulez davantage avoir des exemples de comment gérer les risques et opportunités, on vous invite d'aller sur ce site web qui va être vous partagé dans la chat, où on a fait une chose qui s'appelle un green map, donc un mapping des pratiques vertes mises en place pour pas mal d'institutions de microfinance dans le monde, en alignement avec le Green 3.0. Donc, vous pouvez observer qui fait quoi en fonction de quel norme, quel indicateur, pouvoir vous inspirer et éventuellement pouvoir discuter avec eux. On a aussi constitué un groupe de bonnes pratiques. Donc, il y a des petites publications pour chacun des pratiques essentielles, pour différentes entités, où on a regroupé des bonnes pratiques des institutions qu'on a interviewées. Et aujourd'hui, on va baser notre formation sur 4 de ces cas d'études. 2 faits pour la gestion des risques et opportunités indirectes avec Cori au Sénégal et avec Muktina Vikas au Népal. Et 2 pour la gestion des risques et opportunités directes fait avec Manfondesa en République dominicaine et Renaka au Bénin.
Tous ces travaux-là vous offerts gratuitement grâce à un financement du ministère de Luxembourg avec qui on a travaillé pendant une petite année pour mettre en place ce système de collecte des données, de partage des données. Donc, on remercie davantage leur support. Voilà. Vous avez aussi des formations. Si quelqu'un veut se former davantage, vous pouvez checker sur notre site web du groupe d'action de la plateforme européenne de la microfinance pour la finance verte et climatiquement inclusive et climatiquement intelligent. On a des formations organisées en pas mal de modules, si je ne me trompe pas, 7. Ils font quand même pas mal des heures de lecture où vous trouvez en 3 langues des documents PDF et aussi des petites vidéos d'explications de qu'est-ce que c'est. Et vous pouvez trouver, par exemple, si vous voulez explorer davantage que c'est la gestion des risques du point de vue d'impact et vulnérabilité, des opportunités, vous pouvez regarder le module 3 et 4 voilà, de ces formations-là. Et davantage, vous expliquer des exemples, des bonnes pratiques et tout ça. Alors, avant de me lancer, je voudrais savoir de vous, si quelqu'un peut écrire dans la chat, qu'est-ce qui signifie gérer les risques et les opportunités. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'on attend pour cela? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on gère les risques et les opportunités environnementaux? Prenez un instant de temps et dites-nous, bah, vous le faites pas, et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Tout le monde est invité à écrire dans la chat ou éventuellement prendre le micro. Je ne vois pas des mains levées, je ne vois pas des choses écrites dans la chat, s'il vous plaît. Allez-y, on a besoin de votre retour, hein, sinon on n'avance pas. Alors, les formations de Green 3.0 sont-ils gratuites? Est-ce que vous participez? Et si vous participez pour 4 de ces formations-là, vous allez recevoir un certificat de, pas qualifiant, mais un certificat de participation. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui répond à ces questions. On est une trentaine de personnes, c'est sûr que vous avez des idées. J'ai levé la main, du coup on ne voit pas la main, donc essayez de lever la main, on vous donne la parole. Voilà, on voit. Est-ce que vous pouvez ouvrir le microphone maintenant et parler? Allô? Oui, allô? Comment vous allez? Moi, très Mes bien, et vous? salutations, mes salutations à tout le monde. Je crois que la question qu'entendons par risque et opportunité. Bon, moi, je voudrais d'abord venir à la première question qu'entendons par gérer les risques. Je crois que dans le... Bon, je suis Monsieur Marcel Agnagué, je suis de ACI, la Cible Solidarité. Super, Je crois enchanté. que dans la stratégie environnementale. Je crois que après les planifications et autres, je crois qu'il y a des risques à l'interne comme à l'externe pour des risques directs et indirects par rapport aux activités de nos bénéficiaires, par rapport aux activités de nos employés au niveau de nos sièges et de nos agences. Ouais, Donc, le premier problème, c'est que euh, nous prenons le temps pour identifier les risques par rapport aux activités de nos bénéficiaires. Quels sont les risques pour nos bénéficiaires et pour notre population? Et au niveau du chef, quels sont les risques? Par exemple, via les activités de nos bénéficiaires, ils peuvent créer des risques. D'abord, ils peuvent apporter des dommages à l'environnement par l'utilisation des engrais chimiques et autres. Et puis, après, quand nous allons consommer les cultures provenant de l'utilisation de ces engrais chimiques, ça peut nous créer aussi des problèmes de santé et autres, les problèmes de santé à la population. Donc, c'est des risques. Les c'est clair. risques pour la biodiversité,
et des risques encore pour la population elle-même aussi. Donc, il faut qu'on les identifie et après maintenant, chercher des solutions. Donc, lorsqu'on a des solutions, il faut les appliquer pour que nous diminuions ces risques ou bien nous nous adaptons ou bien nous atténuons ou bien carrément faisons face à ces risques pour ne pas créer des dommages Ouais, au climat, pour ne pas créer des dommages à la biodiversité et pour ne pas se créer nous-mêmes les problèmes. OK. Par exemple, lorsque nous produisons beaucoup de CO2 et ouais, que le climat change, la conséquence va revenir encore à nous-mêmes parce qu'il y aura d'intenses chaleurs et il y aura, la température sera très élevée. Quand nous produisons les cultures ne vont pas produire. Voilà, d'autres ouais. risques, par exemple. Bon, je vais m'arrêter un peu là-bas puisque je ne suis pas le seul. On va voir ce que d'autres aussi vont dire. Voilà Non, ma contribution. très intéressant, merci beaucoup. Ça, c'est clairement, merci, ça se permet de nourrir notre compréhension. Euh, donc voilà, clairement aligné avec ce que vous dites. Alors, on rajoute aussi d'autres personnes qui sont en train d'écrire dans les chats. Donc, un risque, c'est qui peut impacter nativement l'activité de l'institution financière ou des clients ou les autres acteurs de l'écosystème. Identifier, évaluer, analyser et traiter systématiquement tout ce qui peut avoir un impact positif, opportunité ou négatif, risque sur les objectifs environnementaux de l'institution. Gérer le risque, c'est trouver des mécanismes pour anticiper sur la mitigation des risques identifiés afin de réduire au maximum leur impact s'il devait se réaliser. Donc voilà, donc ça c'est clairement dans la relation de qu'est-ce qu'on on veut faire. Alors l'important c'est que quand on parle des risques, on va essayer de comprendre quels risques viennent dans un facteur de vulnérabilité. Encore une fois, par exemple, mes clients sont vulnérables aux sécheresses et quels risques viennent dans un facteur d'impact. Donc par exemple, mes clients, dans leur pratique quotidienne, ils coupent les arbres. Cela typiquement se traduit en deux formes différentes de risques. On va les explorer davantage dans un instant dans cette section. Alors, avant d'avancer, je vois une autre question de Takuma qui n'est pas liée, je pense, à cela spécifiquement, mais plus en général. Quels défis voyez-vous dans le collecte des données à niveau de gestion microfinancière? J'imagine qu'il faut aussi qu'elle ait une personne recrutée, interne et qualifiée pour faire le travail de durabilité. Par exemple, le temps d'utiliser ces outils est-il possible dans la vie quotidienne? Oui, clairement. Les défis, clairement, il y a un défi de transition. Transition, typiquement, à avoir avec capacité. Pour être capable de le faire, on a les bons outils. Et après, combien ça nous coûte de le faire? Le pari, normalement, c'est que l'investissement fait aujourd'hui, il va être compensé à terme, voire aussi tous les problèmes climatiques aussi à court terme, dans l'investissement qui est fait. Donc, il n'y a plus un coût, mais un investissement qui va être rentable. C'est clair que typiquement, il faut gagner davantage de capacités pour pouvoir le faire. C'est clair que clairement, il faut davantage avoir des outils pour pouvoir le faire. Donc, il y a clairement un coût d'investissement et un coût potentiellement en continu pour des charges opérationnelles, mais qui doit être compensé dans la meilleure évaluation des risques. Il doit être compensé dans des clients qui sont plus solides et sont capables de rembourser plus facilement la dette et aussi des clients qui vous rendent un impact social et environnemental. Et aussi potentiellement, vous, les différents lignes de crédit, etc., vous pouvez éventuellement envisager et espérer de pouvoir accéder avec des conditions plus intéressantes pour les financeurs. Alors, la gestion des risques et opportunités environnementaux, il s'agit de processus et des outils mis en place pour analyser et répondre aux vulnérabilités en dimension, aux impacts environnementaux négatifs, deuxième dimension, aux demandes des clients, voilà, aux besoins d'identifier dans la norme GA1. Donc, il y a ces trois dimensions-là qu'on veut gérer. Il s'agit de manière, donc, l'institution traduit la vulnérabilité, les impacts environnementaux négatifs et les demandes des besoins des risques, pardon, dans des risques et des opportunités réelles. C'est facteur de traduction. Allez voir en concret. Alors, la première pratique essentielle de la norme 2. Alors, vous voyez, on a un ensemble des indicateurs, on le voit ici. Donc, l'indicateur G1, 2, A1, il part de la constitution intègre dans ses politiques et processus de gestion des risques financiers la vulnérabilité identifiée de ses clients du portefeuille.
Donc ici, le secret, c'est le mot financier. La question, c'est est-ce que les vulnérabilités que vous avez identifiées chez vos clients, par exemple sécheresse, volatilité des prix de l'énergie, etc., c'est quelque chose qui est intégré dans la gestion des processus de risque financier. Ça veut dire est-ce que votre institution a des manuels de processus pour lesquels il comprend qu'une vulnérabilité du client peut se traduire en risque financier et donc il y a des processus pour pouvoir agir, hein, des provisions, de définition de certains produits dédiés selon le risque, etc., etc. Donc, ça veut dire est-ce qu'on comprend la matérialité de la vulnérabilité comme la traduction d'une perte, d'une possible perte des revenus pour l'institution parce que le client est tellement risqué que vous pouvez aller perdre de l'argent en investissant chez le client. Le deuxième, c'est l'institution reconnaît que la vulnérabilité identifiée des clients est un facteur de risque pour la transition, pardon, pour la réalisation, désolé, de sa mission sociale et sur les environnementaux et la mise en place des processus pour la gérer. Donc, vous voyez, le G1, 2, 1, 2, c'est de comprendre que l'institution intègre le fait que la vulnérabilité qu'il a le client, c'est un risque pour la réalisation de la mission sociale et environnementale de l'institution. Donc, potentiellement, n'est pas forcément un risque financier. Donc, vous n'avez pas peur que si le client, par exemple, n'a pas accès à de l'énergie stable, cela ne peut pas repayer un crédit. Mais par contre, vous comprenez très bien que si le client n'a pas accès à de l'énergie stable, bah, cela, il génère un défi pour vos clients du point de vue de votre inclusion sociale. Voilà, donc par exemple, les étudiants ne peuvent pas étudier quand il n'y a plus de lumière, les gens ne peuvent pas lire, par exemple, éventuellement, etc., etc. Donc ces deux facteurs-là sont importants. Ça veut dire la même vulnérabilité peut, je ne peux être intégré du point de vue financier et non financier, ou seulement un des deux, seulement ou d'aucun des deux. Donc, il faut voir qu'il y a des facteurs de vulnérabilité identifiés dans dans la norme GA1 qui ne se traduisent pas dans des facteurs de risque. Certains qui sont traduits dans des facteurs de risque financiers et environnemental et social. Certains des risques seulement financiers, certains des risques seulement environnemental et social. Donc les premiers deux indicateurs ici sont fondamentaux pour comprendre comment cela se traduit au sein des instruments de gestion des risques de votre institution. Là, l'indicateur 3, intéressant, après vous dites, bah, comme vous le faites, donc une fois que vous avez traduit, l'institution intègre la vulnérabilité identifiée des clients dans ce processus de gestion des risques grâce à quoi? Des indicateurs et des scores, à la catégorisation de chaque client selon le niveau de vulnérabilité, à la définition du niveau d'acceptation des risques, à la proposition de produits financiers non financiers spécifiques en fonction du risque, à la sensibilisation, etc., etc. Donc ça, c'est un volet de comme c'est fait. Donc, cela, c'est après accompagné pour des indicateurs quantitatifs. En bonne partie des indicateurs qualitatifs, ils ont des indicateurs quantitatifs qui les accompagnent. Par exemple, le nombre de prêts qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation de la vulnérabilité, le volume de prêts qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation de la vulnérabilité, le nombre de prêts dans les portefeuilles qu'ils ont reçus l'année dernière, des produits financiers non financiers qui visent à compenser la vulnérabilité, etc. Donc, si vous comprenez ces premiers blocs de trois questions, alors ça va être relativement simple de comprendre les autres parce que autant ces trois premières questions, ils parlent de risque financier, de risque non financier et comment cela doit être fait. Quand on va dans la prochaine, on parle exactement de la même chose, mais pas pour la vulnérabilité, mais pas pour les impacts environnementaux. Donc, vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y a trois dimensions. Un, c'est la vulnérabilité, c'est l'impact de ces opportunités, la demande et nécessité. Donc, c'est là, on répercourt la même chose sur les impacts environnementaux. Donc, l'établissement intègre les impacts environnementaux négatifs identifiés au niveau des clients de portefeuille dans sa politique de processus de gestion des risques des clients. Ça veut dire, par exemple, j'identifie que mes clients, ils polluent le sol quand ils font leurs activités et je comprends que cela est aussi un risque financier parce qu'un sol pollué, il va baisser la productivité, par exemple, de la culture qu'il est en train de produire. Ou, si on regarde le GE 2.15, bah, même chose, par exemple, j'ai identifié le coupe des arbres et disons, la pollution des sols comme un élément des facteurs d'impact négatif, mais je ne vois pas que ce soit un facteur de risque financier parce que j'ai aucune cessation et je ne l'ai pas inclus sur le fait que cela peut réduire la capacité de paiement, par exemple, du client. Par contre, je reconnais, par exemple, que cela, c'est un facteur de risque social environnemental
Donc, parce qu'il te dit, bah voilà, s'il y a des sols pollués, parce qu'il n'y a pas d'arbres, bah cela ne permet pas d'atteindre les objectifs environnementaux, mais non plus forcément les objectifs sociaux, parce que vos clients davantage être exposés à des aléas liés aux problèmes environnementaux. Donc, encore une fois, le G1, 2, 1, 4, il nous parle de l'intégration des impacts environnementaux négatifs sur les activités de l'entité du point de vue des risques financiers. La G1 2.5, bah, c'est le fait que l'impact négatif peut avoir des conséquences sur la réalisation de la mission sociale et environnementale. Et la G1.6, c'est l'indicateur qui explique comment vous le faites. L'institution intègre les impacts environnementaux négatifs identifiés des clients dans ces processus, blablabla, de gestion des risques grâce à des indicateurs score. Voilà, maintenant dédié à la partie impact. Avant, c'était la page avant de la vulnérabilité. En liste d'exclusion pour les activités qui sont trop dangereuses du point de vue de l'environnement. La catégorisation de chaque client en fonction de leur impact sur l'environnement. La définition du niveau d'acceptation des risques. La proposition de produits financiers et non financiers spécifiques ou la sensibilisation en fonction de son niveau de risque. Et à droite, vous voyez un ensemble des indicateurs quantitatifs qui va vous demander bah, à quel niveau vous faites, qu'est-ce que vous dites que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, le nombre de prêts qui ont fait un objet d'une évaluation sur l'impact environnemental. Voilà. Et ensuite, on a le dernier groupe ici. Donc, l'institution identifie des pratiques. Maintenant, on passe à la dimension opportunité. Donc, là, c'est les trois dimensions. Première deux dimensions risque 1 et 2 qui parlent de la vulnérabilité et des impacts. Et après, on a la dimension opportunité qui c'est la conséquence de la demande et nécessité économique des clients pour des produits verts ou pour des activités vertes. Donc ici, on va voir de qu'est-ce qu'on parle. D'abord, l'institution identifie des pratiques et des technologies vertes qui créent des avantages pour les clients. Donc ça, c'est important. Ne pas seulement s'ils le font, est-ce que cela, c'est des avantages économiques et sociaux pour les clients? Est-ce que je l'ai compris? Quel type d'avantages économiques et sociaux, etc. L'institution s'assure que les pratiques et technologies identifiées sont reconnues comme vertes par une taxonomie environnementale ou qu'elles respectent des critères environnementaux clairs. Donc ça veut dire quoi? Pour identifier qu'est-ce que j'ai compris comme opportunité verte, c'est vraiment une opportunité verte, d'abord, il faut savoir si c'est quelque chose de vert. Et pour faire quelque chose de vert, il faut que j'ai une taxonomie, ça veut dire une liste des pratiques et des technologies que j'ai définies en tant que vertes, en expliquant pourquoi. Cela peut être fait en liste avec tout un cadre pour vous, ou peut être fait à niveau pays ou à niveau international. Par exemple, l'Europe a une taxonomie verte, différents pays en ont un. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aussi de l'utiliser comme ça, si vous êtes capable, ou d'y travailler pour pouvoir l'adapter à vos nécessités, ou sinon, vous pouvez développer de zéro une taxonomie de qu'est-ce que sont les activités vertes que vous promouvez. L'important à cette étape-là, c'est que vous avez un dictionnaire commun de qu'est-ce qui est verte. Ça, c'est fondamental parce que si vous n'avez pas un dictionnaire commun, au moins à l'intérieur de vos institutions, et après un lien à qu'est-ce qui travaille à l'extérieur de votre institution, vous avez du mal à pouvoir atteindre les objectifs parce que un officiel de crédit de l'agence A va interpréter la chose différemment de l'officiel de crédit de l'agence C. Voilà, et donc cela va clairement générer des problématiques. Donc l'alignement sur un taxonomie verte est fondamental. L'institution reconnaît les demandes et les besoins d'identifier des clients en matière de pratiques et de technologies vertes comme des opportunités économiques et les intègre dans le processus de manuel de crédit. Ça, c'est important. Ça veut dire, est-ce que simplement c'est la responsabilité sociale de pouvoir financer des panneaux solaires ou est-ce que clairement je comprends que s'il y a une entreprise qui finance des panneaux solaires, il va augmenter le débit de la production et de la commercialisation de certains de ces produits et donc il a un retombée économique positive sur l'entreprise et donc par conséquent sur l'entité financière. L'institution a mis en place des processus pour sélectionner et proposer des produits et services financiers et non financiers spécifiques qui visent à répondre aux besoins et aux demandes identifiées des clients. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a besoin du client. Énergie. Bon, alors, je vais essayer de cibler certaines solutions énergétiques durables pour les clients qui ont ces besoins-là. Les clients, ils ont besoin davantage des entrantes. Bon, alors, je cible, par exemple, des semences améliorées ou hybrides qui sont plus tolérants à la sécheresse et les inondations. Voilà. Donc, avant de passer à des exemples, je vois qu'il y a des petits points.
Ah ouais, ça, justement, Mamadou nous dit que c'est peut-être un ensemble de procès mis en place pour faire face aux incertitudes et aux avantages qui peuvent survenir dans un écosystème. Ils peuvent être financiers et non financiers. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on est en train de discuter? Donc, très bien. Et est-ce que vous pouvez accompagner une institution financière à mettre en place une stratégie financière verte? Si oui, et quels sont les prérequis? Alors, c'est simple pour ces questions-là, Serge. Oui, on peut le faire. Bah, simplement envoyer un message à la même email d'avant en manifestant qui vous êtes, avec qui institution vous faites référence, de vos besoins en quelques lignes, et on va revenir vers vous. Voilà, donc si on essaie de regarder des petits exemples, des pratiques, on peut voir un petit travail qu'on a fait des collègues de données sur les pratiques de gestion des risques et opportunités indirectes faites pour Cori, Cori, Institution de microfinance au Sénégal, et on voit un peu qu'est-ce qu'elle fait à un niveau, disons, d'exemple, d'inspiration pour d'autres. Cori évalue la vulnérabilité de ses clients aux menaces météorologiques, au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, à la perte de la biodiversité, aux difficultés d'accès à l'énergie, et il intègre ces informations dans son processus de crédit, en particulier pour les activités agricoles. Il définit une cartographie des risques, ça veut dire c'est qui se trouve où et à quel risque est exposé, des risques climatiques et leur probabilité d'occurrence, et les degrés d'exposition du client en fonction de la culture. Donc, est-ce que j'ai des clients qui sont situés dans des régions qui sont très risquées? C'est oui, combien? Voilà, si ça se passe, combien va m'impacter? Voilà. Cori dispose aussi des outils pour gérer les risques liés au changement climatique et aux écosystèmes, un limite d'exposition pour secteur, provision pour les pertes, adaptation des échéanciers en fonction des cycles des produits, introduction des produits de prêt conçus pour soutenir l'adaptation des agriculteurs à l'idée de solutions basées sur la nature, irrigation goutte à goutte, amélioration des techniques agricoles, diversification des rotations, engrais organiques, biodigesteur et équipements solaires. Pour faire cela, quelqu'un a parlé des outils. Cori Microfinance a travaillé davantage sur la numérisation des processus de croix de prêt pour Cori Microfinance avec la solution Yapo Solution. Donc, ils intègrent tout ce travail-là avec un système de gestion des données et informatique qui permet d'être plus efficace normalement et d'inclure davantage d'autres éléments qui normalement ne sont pas observés. Cela permet de géolocaliser les clients à niveau de la collection des données et aussi d'évaluer la vulnérabilité aux risques liés au climat et à l'environnement de chaque client. Si on veut prendre notre exemple Muktina Bikash Bank au Népal, ici, il fait de bonnes pratiques pour la gestion des risques indirects. Donc, Muktina Bank utilise des lignes directrices en matière de gestion des risques environnementaux et sociaux. Ils sont inclus dans la politique des procédures des outils, dans l'identification de l'évaluation de la gestion des risques environnementaux et sociaux, dans le processus de décision et les exigences en matière de documentation et d'archivage. Donc, Muktina met en œuvre ses lignes directrices en matière de gestion durable des ressources et procède comme suite. En opération de filtrage, différentes activités, en due diligence en matière d'environnement, différentes activités financières, la catégorisation des transactions en fonction de leurs risques environnementaux et sociaux. Donc, qu'est-ce que sont les transactions plus haut risque et plus bas risque social et environnemental? Des processus de décision qui incluent l'élément environnemental, le suivi des performances environnementales des clients, la gestion du non-respect des normes environnementales pour les clients, le suivi de l'analyse des risques environnementaux au siège et de succursale, la sensibilisation du personnel. Muktina identifie les opportunités de développement et mise en œuvre un certain ensemble de produits écologiques. Donc, en partenariat avec EDERA Sustainable Solutions, il met en place certains produits verts. Par exemple, il travaille sur un partenariat aussi de recherche, Impact Air, pour comprendre mieux quel type de produit pour financer quoi. Utilise un cadre multiniveau de l'ESAMP pour l'accès à l'énergie. Utilise aussi un programme UNICEF-OMS pour le suivi d'un projet WASH qu'ils sont en place. Utilise l'échelle de l'expérience de la sécurité alimentaire de l'FAO pour la sécurité alimentaire, donc voir où on intervient en fonction de la sécurité alimentaire globale dans le pays d'opération. Et aussi l'identification des clients et la hiérarchisation des actions. Très important, il faut pouvoir mettre en ordre qui est plus important pour commencer, sinon ça devient une liste trop longue. Alors, gestion d'opportunités directes, voilà. On a exploré les indirects, ça veut dire la gestion des risques et opportunités chez les clients. Maintenant, on regarde chez les entités financières. Cela, c'est beaucoup plus court. Comme vous savez, les risques liés à la situation même, ils font un petit pourcentage de risque total. Si vous voulez avoir une idée, entre 5 et 1%.
Toute la grande partie, c'est les risques qui viennent de chez les clients. Mais par contre, c'est très important de gérer le risque direct, parce que le risque direct, clairement, c'est un risque, donc il faut le gérer. Deuxième, il permet de conscientiser les officiels de crédit à la thématique gestion des risques. Troisième, il permet de donner un bon exemple aux investisseurs et aux clients. Et donc voilà, c'est quelque chose de clé à faire. Donc, l'institution dispose d'un plan d'urgence et un budget dédié pour atténuer les risques climatiques et les effets qu'il y a au changement climatique. Donc, est-ce qu'il y a un plan d'urgence et un budget ou pas? L'institution évite, minimise ou compense les impacts négatifs de ses activités internes à niveau du siège et des succursales. Voilà. OK, donc est-ce que l'institution il comprend qu'est-ce qui est en train d'impacter et maintenant essaie de le minimiser, pardon, réduction des papiers imprimés, réduction des voyages, etc. L'institution sensibilise son personnel à l'impact environnemental négatif de ses activités, à la vulnérabilité de ses biens, au changement climatique, à les formes et forme ses employés de bonnes pratiques, voilà, pour réduire ces impacts négatifs de l'institution sur l'environnement. L'institution est certifiée pour répondre à des exigences d'un programme de construction écologique. Voilà, donc c'est vraiment la qualité des bâtiments, l'accès à l'énergie et tout ça. L'institution a acheté des crédits carbone, donc vous achetez des crédits carbone sur le marché. L'institution gère ses propres opportunités identifiées pour développer et mettre en œuvre des stratégies environnementales. Ça veut dire ce qui est dédié des forces de travail et dédié du temps, des expertises et des gages pour pouvoir appliquer, par exemple, à des fonds spécifiques qui vous permettent votre transition écologique ou de développer davantage de programmes et de projets qui peuvent renforcer vos capacités. Cela sont accompagnés à tout un ensemble d'indicateurs quantitatifs, par exemple comme le nombre de membres du personnel ayant reçu des informations sur l'empreinte environnementale de l'institution au cours des dernières années, etc., qui vous permet de comprendre davantage ce qu'il y a derrière ces indicateurs. Si on prend l'exemple de Banfondesa, de l'institution microfinancière en République dominicaine, voilà, donc eux, ils ont un ensemble de petits et grands pratiques. Ils identifient l'opportunité de réduire la consommation d'énergie dans son réseau d'agences. Hein. Le réseau d'agences coûte et donc l'idée, c'est comment on peut le réduire. Et une des possibilités, bah, c'est d'investir dans des panneaux solaires, par exemple. Donc, un investissement de 230 000 dollars qui doit être atteint comme objectif 2023 de la conversion énergétique des agences. Même chose sur le 2023, c'était la majorité de ces 61 agences doivent fonctionner avec des énergies efficaces ou propres et la mise en œuvre d'une politique de 3 R, réutilisation, recycler, réutiliser, réduire, recycler, comme une approche et une politique pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale de l'institution. En plus, Banfondesa identifie l'identification des banques multilatérales d'investissement et des fonds d'impact avant un intérêt réel pour la finance verte inclusive. Donc, il fait un travail en amont de comprendre qui est intéressé à quoi et éventuellement de pouvoir le supporter pour la suite. Il va un suivi permanent de la réglementation des taxonomies pertinentes pour s'assurer son propre alignement. Il a des partenariats stratégiques avec la BOI dans la mise en œuvre d'un programme de financement vert inclusif avec des intérêts mutuels. Et un soutien au réseau de la BOI pour développer les capacités techniques internes afin de relever les défis imposés sur la finance verte. Si on va sur notre exemple, on reste en Afrique, on va au Bénin. Renacar nous montre d'autres pratiques mises en place pour la gestion des risques indirects, pour la gestion des risques directs. Donc, l'institution réduit son empreinte environnementale directe grâce à laquelle le siège équipé de panneaux solaires depuis 2016, en capacité de 20 000 kWh, réduction des coûts d'électricité. Comme conséquence, vous voyez, toutes ces parties-là, il permet qu'une gestion des risques directs dans l'institution fait si qu'on a aussi des bénéfices plutôt directs pour l'entité financière parce qu'en général, permet de réduire des coûts. Par exemple, vous voyez ici, donc, ou augmenter des revenus. Je mets des panneaux solaires, je peux d'électricité, je peux travailler plus. Je mets des panneaux solaires, je paye moins ma facture, par exemple. 5 agences rurales équipées de panneaux solaires, capacité de 9 kWh pour les agences, en accès à l'électricité. Donc, ça, c'est le valeur ajoutée, c'est l'accès à l'électricité qui n'avait pas ou n'était pas assez stable avant. Et un petit fonds pour l'efficacité énergétique des propres institutions. Et aussi une économie permanente qui a été analysée entre 15 et 20% sur les factures d'électricité vis-à-vis à l'implémentation de ce type d'activité. Je m'arrête un instant avant de vous partager le lien à l'outil digital. Est-ce que vous avez des questions? Merci de vos retours si vous avez des questions.
Ouais, il y a une question par ici. Non. Quelles sont les dispositions à prendre pour mettre en place une activité de microfinance auprès d'une population vulnérable? D'abord, il faut identifier leur vulnérabilité, point clé. Quel type de vulnérabilité? Et après, y comprendre comment gérer les risques de ses clients. Très important, c'est la identification des risques d'un client vulnérable ne doit pas générer une exclusion. Il faut que l'institution financière puisse générer des résiliences chez les clients. Pour faire cela, il faut regarder qu'est-ce que sont les pratiques déjà mises en place qui pourraient contribuer indirectement à réduire la vulnérabilité. Par exemple, la chose classique, c'est la diversification et rotation des cultures. Il y a beaucoup de petits exploitants qui le font naturellement. Alors, cela peut être pris comme une première étape et éventuellement la technifier pour voir qui génère des valeurs ajoutées davantage. Et après, explorer les autres pratiques, par exemple comme irrigation, restauration du sol et tout ça, à plus long terme, qui peut être financé localement. Typiquement, c'est important que les petits exploitants ils ont un exemple de qui a fait des pratiques qui ont permis de réduire davantage leur vulnérabilité. Donc, si un petit travail de terrain, de voir qui fait quoi et comme dans les derniers événements, par exemple de sécheresse, inondation, d'autres choses, étaient affectés plus ou moins, ça peut être aussi un ambassadeur pour vous, pour pouvoir convaincre les autres à transiter, mais aussi ça peut être un ambassadeur pour vous, pour pouvoir comprendre le coût et le niveau de retour sur investissement et le temps pour l'implémentation des pratiques plus durables. On peut discuter davantage. Donc, sur le temps qui nous reste, je voudrais vous montrer l'outil. Alors, comme vous savez, le Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group de la plateforme européenne de la microfinance a un partenaire digital, s'appelle Edera, ou mieux Edera Solutions, qui a développé pour nous déjà depuis 2021 l'outil digital de Greenist 3.0 que vous pouvez trouver tout à fait en ligne, totalement gratuit, et vous pouvez lire les conditions d'utilisation et tout cela. Mais aussi, Edera nous a permis aussi de développer, il y a aussi des petites solutions de comment générer le report en général. Et voilà, qu'est-ce que sont les scoring? Le scoring pour toutes les dimensions, pour toutes les pratiques essentielles, pour tous les indicateurs, différentes visions, vision opportunité, vision risque, etc. Mais il nous a aussi développé un lien, que c'est le lien que je vous demanderai gentiment de cliquer ici, de regarder dans les prochaines 10 minutes, que c'est le lien qu'on va utiliser ou que vous allez utiliser si vous êtes intéressé pour collecter vos informations chez vous. Si vous êtes sur une microfinance ou chez un partenaire de chez vous sur les activités que vous mettez en place et comme cela, il peut contribuer ou pas à la gestion de risques et opportunités. Donc, ouvrez ici, je vous le parcours ensemble, je change mon écran et je vous invite davantage, après cette formation ou en parallèle de cette formation, de remplir cette norme. Si vous allez remplir cette norme, pour vous, si vous êtes institution financière ou pour un partenaire, vous allez avoir accès à la possibilité de pouvoir recevoir un scoring de nos parties, de nos parts, sous votre niveau de performance environnementale, notamment sur la gestion des risques opportunités, mais aussi de pouvoir comparer vos performances avec la performance de tous les participants dans ces formations, inclus les autres formations dans les autres langues. Voilà, donc pour terminer, est-ce que quelqu'un a des problèmes pour accéder au lien où tout le monde est là où je suis? Normalement, vous rentrez et vous êtes ici. S'il vous plaît, de me faire savoir dans la chat. S'il vous plaît, de me donner une confirmation, tout est bon, ou si quelqu'un a des problèmes. OK. OK. Donc, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Voilà. OK, c'est bon. Tout le monde est là. Donc, si vous arrivez ici pour quelque raison qui n'est pas claire, c'est en anglais comme pour moi, bah, vous le changez en français. Vous cliquez en haut et vous allez français. Et donc, c'est normalement, il passe normalement en français. OK? Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez suivant. Après, ici, vous allez lire toute la policy, etc., etc., la gestion des données, etc., etc. Si vous êtes d'accord, vous cliquez oui, allez-y. Et après, on commence. Donc, maintenant, il faut écrire votre nom, votre email, nom de l'institution,
type d'institution que vous êtes, voilà, à écrire. OK? Il faut que j'écrive quelque chose. Hop. Voilà, si d'autres comme nous. Donc, l'année de fondation n'est pas obligatoire. La région où vous êtes active, dans ce cas, nous, Nord d'Europe, Europe, Afrique, subsaharienne, Amérique, Caraïbes, Middle East, Central Asia. Voilà, hop, les pays d'activité, donc vous avez vos activités. Et après, vous allez suivant. Souhaitez-vous fournir des commentaires supplémentaires sur les indicateurs de l'indice vert? Oui. Voulez-vous inclure des indicateurs quantitatifs? Oui. Quand vous êtes fait là, vous cliquez et vous vous retrouvez ici dans la dimension 2. Alors, question, comment éviter à remplir à chaque fois qu'on consulte l'outil en ligne? J'imagine, Caroline, tu veux dire si vous voulez exporter tout le GreenIndex 3.0, c'est bien ça? Vous voulez seulement consulter comme toutes les réponses possibles. Alors d'abord, comme on l'a structuré aujourd'hui, il y a 4 liens. Vous recevez un pour chacun des normes. Et normalement, vous pouvez cliquer ici à haut, si je ne me trompe pas, ou imprimer. Vous pouvez l'imprimer tout en PDF. Donc, ça va garder un PDF. Donc, vous permet de le télécharger, vous l'avez avec vous. Vous pouvez aussi faire exactement la même chose sur le lien général de GreenIndex 3.0. Vous pouvez télécharger tout le GreenIndex 3.0 avec toutes les réponses. Dis-moi, s'il te plaît, si c'est la réponse à ta question. Et pour avancer, donc là, je ne vais pas répercuter le détail parce que tous les indicateurs, on les a déjà vus. Je vais plutôt regarder les réponses. Focalisons-nous sur les premières 3. Alors, je me souviens que G1, 2, 1, 1, etc., on les a déjà tous vus. Okay? Donc, la question, c'est maintenant qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière dans les réponses. Reprenons cet exemple-là. Les premières 3, ils parlent de la vulnérabilité. Et ici, il nous dit l'institution intègre dans ses politiques et processus de gestion des risques financiers la vulnérabilité identifiée des clients ou des portefeuilles. Sinon, c'est non. Mais si c'est oui, voilà, va vous ouvrir toute une liste des possibles vulnérabilités, donc la vulnérabilité des clients aux menaces météorologiques, aux dégradations de l'environnement, à la perte de biodiversité, par exemple. Et donc, ça veut dire quoi? Si je clique ça, ça veut dire que je reconnais que les menaces météorologiques puissent être un facteur de risque pour mon institution. Ça veut dire, si ce sont vérifiés, je peux perdre de l'argent. Même chose pour la dégradation de l'environnement, même chose pour la perte de biodiversité. Et si cela c'est le cas, je l'intègre dans comment il faut le gérer. Comment il faut le gérer, le minimum, des limites d'exposition du portefeuille dans différentes zones, etc., etc. On va voir cela dans la suite. La deuxième, c'est l'institution reconnaît que la vulnérabilité identifiée des clients est un facteur maintenant de risque pour la mission sociale, voilà, pour les objectifs environnementaux. Peuvent pas l'être, mais peut-être oui. Si c'est oui, il faut définir pour quelle vulnérabilité. Exemple, si je dis que la menace météorologique peut générer une perte à niveau des revenus, mais aussi c'est un problème du point de vue social, parce que si mes clients sont davantage vulnérables à cela, moi j'ai du mal à les inclure socialement et à faire venir mes projets, etc., etc., vous pouvez le cliquer. Par contre, il peut y avoir des activités pour lesquelles, par exemple, pauvreté énergétique, vous dites, voilà, s'il y a une pauvreté énergétique chez mes clients, cela m'empêche d'atteindre les objectifs sociaux et environnementaux que j'ai, mais potentiellement n'est pas, vous voyez ici, il n'a pas tiqué, n'est pas forcément un élément de vulnérabilité qui se traduit directement dans perte de revenus pour moi ou pour les clients. Okay? Donc, cela, donc, c'est quand même important. Et après, ici, le 3, très important, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, c'est là concrètement. Donc, l'institution intègre les vulnérabilités identifiées des clients dans ce processus de gestion des risques. Comment? S'il ne le fait pas, c'est non. Si oui, comment? Et c'est là que ça devient un outil intéressant de formation parce qu'il vous met en liste des possibles activités que vous pouvez faire. Je vous laisse parcourir et lire, mais je vous fais des exemples. Par exemple, comment en incluant des indicateurs de vulnérabilité dans le processus d'évaluation des clients. Par exemple, en utilisant des indicateurs de vulnérabilité et des scores pour évaluer à quel niveau se trouve le client, la catégorisation de chaque client ou groupe de clients par rapport à les différents niveaux de vulnérabilité qu'ils ont les clients. La sélection des propositions des clients des produits de prêt spécifiques qui visent à contribuer à la réduction des vulnérabilités des clients en fonction des vulnérabilités identifiées. Voilà, donc tout cela, c'est un instrument de gestion, sélection des propositions des clients pour des produits d'assurance, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des instruments de gestion que vous pouvez faire. Je vous laisse le parcourir.
Et c'est là où on définit à quel niveau la gestion des risques est performant. Après, comme vous avez vu, il y a des indicateurs quantitatifs. Si vous les explorez, il faut cliquer. Ici, ils apparaissent les indicateurs que vous pouvez bien remplir. Okay. Et l'indicateur 1, 4, 5 et 6, comme on a dit, ça c'est exactement comme lesquels d'avant, mais maintenant sur les impacts. Donc c'est maintenant, je dis, la situation intègre les impacts environnementaux négatifs identifiés pour les clients et pour le portefeuille de la politique des processus de gestion des risques de crédit. Ça peut être non, mais si c'est oui, c'est pour quel impact? Par exemple, la pollution de l'air, par exemple, la pollution de l'eau, par exemple, la dégradation du sol. Pourquoi c'est là? Parce que je reconnais que si, par exemple, l'eau est trop polluée, mes clients, par exemple, peuvent tomber malades et donc ils ne vont pas repayer le crédit. Si l'air est trop pollué, les enfants à l'intérieur des maisons, ils peuvent tomber malades et donc ils vont avoir un problème et donc la famille doit rester à la maison et donc perdre la capacité de repayer, par exemple. La dégradation du sol, que c'est clairement un impact sur l'environnement, mais peut être aussi quelque chose qui génère un risque, par exemple, financier, parce qu'un sol plus appauvri, il va produire moins eau de bonne qualité. Ça serait par exemple reconnaître que certains impacts se traduisent dans des risques financiers et avoir des procédures, des processus pour pouvoir les gérer. Et le 5, c'est la même chose, mais maintenant pour l'impact social et environnemental. Comme avant, maintenant les impacts sur les écosystèmes et sur l'environnement, sur quel type d'impact ils génèrent un possible risque non attente de l'émission sociale ou environnementale. Par exemple, je pourrais dire, oui, la pollution de l'eau et de l'air, c'est aussi quelque chose que j'ai identifié et qui génère un problème social et environnemental chez les clients. Mais par exemple, je trouve aussi que des activités, par exemple, des impacts négatifs sur les zones protégées, des espèces naturelles, des faunes protégées, etc., c'est quelque chose qui, si ça vérifie, il génère un risque de non-attente de sobriété environnementale et sociale. Mais, comme je l'ai pratiqué ici avant, voilà, ça ne les traduit pas directement sur le risque financier, ça veut dire n'impacte pas, par exemple, la capacité de paiement de mes clients. Et ici en bas, même chose, indicateur 6, il va vous demander comme vous intégrez maintenant les impacts avant l'indicateur G1, 1, 3, c'était les vulnérabilités, et maintenant c'est les impacts. Parce que par exemple, vous pouvez gérer la vulnérabilité, mais ne pas gérer l'impact et vice-versa, ou le faire de formes différentes de l'un et de l'autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on le demande 2 fois. Et donc ici, si c'est le cas, voilà, vous donne toute la liste, encore une fois, des choses que vous pouvez faire. Certains sont similaires qu'avant, certains sont différents. Par exemple, l'utilisation de la liste d'exclusion pour les activités ayant un impact environnemental négatif élevé est ici, mais n'est pas sur la partie de vulnérabilité. Les autres, l'inclusion d'indicateurs sur les impacts, l'utilisation des scoring, la catégorisation des clients, c'est dans les deux, par exemple. La définition d'un niveau d'acceptation des risques, c'est dans l'autre aussi, etc. Donc, pour passer pour le reste, maintenant on quitte la partie de gestion des risques, on va sur la partie gestion des opportunités. Et ici, on définit, la question c'est, l'institution identifie les pratiques technologies vertes qui créent des avantages pour les clients. De quelle forme ils créent les avantages? Il peut améliorer l'accès à l'énergie abordable, améliorer l'accès à l'eau potable, augmenter l'efficacité de la production, réduire les effets négatifs néfastes sur la santé, etc. L'institution s'assure que les pratiques et technologies identifiées sont reconnues comme vertes par une taxonomie. Comme on a dit, est-ce que vous avez une liste des activités? Si non, c'est non. Si partiellement, c'est partiellement. Et si oui, c'est oui. L'institution reconnaît un demande des besoins identifiés les besoins identifiés en matière de pratiques et technologies vertes comme des opportunités économiques. Donc, ce n'est pas seulement que j'identifie, mais je comprends aussi que si les clients le font, alors cela peut générer des bénéfices sur les clients. L'institution met en place des processus pour sélectionner et proposer des produits et des services financiers et non financiers qui sont spécifiques pour les demandes des clients. Oui, non, partiellement. Une fois que j'ai fait, je continue. Et après, je tombe sur la dernière pratique essentielle de la norme 3, qui c'est maintenant la gestion des risques et opportunités directes. Donc, l'institution a mis en place un plan d'urgence, un budget, comme on a dit tout à l'heure. Oups, je suis sorti. Voilà. Sinon, c'est non. Si vous l'avez, vous demande de quoi? Sous ses propres sièges, seulement au siège, voilà, sur les biens au succursales, les deux, par exemple, sur les propres ressources humaines au siège, ressources humaines aux agences, etc. L'institution évite ou minimise ou compense les impacts négatifs des activités internes à niveau du siège des agences sur l'environnement. Peut-être non, et c'est oui, comme vous le faites. Utilisation de sources d'énergie renouvelables, utilisation d'appareils à d'autres efficacité énergétique, donc chez les branches, chez les agences ou chez le quartier général. Cela, vous l'avez spécifié ici en avant.
etc., réduction de consommation de plastique, donc, toutes les activités que vous faites pour réduire l'impact de votre institution directement. L'institution sensibilise le personnel, ok? C'est important au niveau de sensibilisation sur l'impact environnemental négatif, sur la vulnérabilité ou aucun des deux, donc c'est là à choisir. L'institution forme ses employés aux bonnes pratiques, voilà, comme gérer les impacts environnementaux positifs, comme compenser les impacts environnementaux négatifs inévitables, mettre en œuvre un plan d'urgence, etc. Comme vous le faites, comme ils étaient capables de le faire, comme vous le formez pour en formation une fois à niveau de recrutement, en formation continue, qui sont formés chaque année, matériel de communication, participation à des événements et autres choses. Il y a des égalités quantitatives que vous pouvez remplir et après, vous passez à la partie opportunité. L'institution certifiée conforme à l'exigence d'un programme accrédité. Voilà. Est-ce que c'est une institution qui c'est un bâtiment vert? Oui, non, partiellement. Est-ce qu'il achète des crédits de carbone certifiés pendant la période de référence? Oui. Par exemple, comme il le fait dans des pays s'appuie voilà, à des réponses qui s'appliquent dans les pays d'opération d'institution, dans les pays autres institutions. L'institution gère les propres opportunités identifiées pour le développer et mettre en œuvre une stratégie environnementale, un système de gestion des risques, des produits et des services. Voilà, à travers quoi? À travers un ou plusieurs employés voilà, qui sont en partie du temps dédié et consacré à ça. Et donc, l'idée, c'est que si j'ai déjà identifié qu'il y a une opportunité pour faire une transition verte, maintenant, pour la gérer, il faut que je dédie des ressources, du temps, et je forme les gens, comme ça, qu'ils vont implémenter cela et vont éventuellement générer des possibles projets qui peuvent générer maintenant ou des crédits à taux plus bas ou davantage des fonctions d'assistance technique qui peut aider l'institution de pouvoir se transformer. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, explore les subventions, par exemple, l'opportunité, explore les opportunités et conditions des fonds verts, il élabore des propositions de subventions, il élabore des demandes de fonds, de toute l'activité qu'il fait pour pouvoir atteindre ces objectifs. Maintenant, si vous avez rempli, vous allez au suivant. Ici, vous devez écrire tout ce que vous voulez que ça vienne à notre connaissance. Moi, je dis Davide, try during training. Et une fois que vous cliquez, vous soumettez, l'information est arrivée, voilà, et on vous remercie de la participation. Si vous le faites pour tous les 4 pratiques essentielles, tous les 4 normes, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir vous générer, Edera Solution va pouvoir vous générer un scoring de votre norme et aussi vous envoyer le scoring en comparaison pour cette norme et niveau global à tous les participants de la formation. Je pense que je m'arrête ici. Je voudrais savoir si quelqu'un a des questions ou des points à clarifier. Voilà. Et après, on est arrivé au fin de notre petit chemin d'aujourd'hui. Alors, je regarde s'il y a des questions dans la chat. Voilà, donc pour ta question, Caroline, donc je pense que tu peux contacter ici, voilà, de cet email, green@imfp.eu, parce que normalement, dans la version qui était en ligne sur le site web de le groupe d'action, c'est là que tout le monde n'est pas possible. Donc, ou tu télécharges, tu remplis, après tu recompiles. Mais il devrait y avoir normalement une autre version dans laquelle, en fait, il se ouvre un utilisateur. Et donc, dans cette forme-là, j'ai un avantage, mais il faut parler avec les clients, avec Edera Solution, il peut avoir l'option de pouvoir sauvegarder les données parce que maintenant, tu as un compte utilisateur et donc on sait où sauvegarder les données. Parce que sinon, c'est là, c'est simplement c'est en ligne et donc il n'y a pas rattaché un compte utilisateur. Donc, pour avoir des détails, voir ce que je dis, c'est possible. S'il vous plaît, d'envoyer un email avec tes nécessités à green@imfp.eu et eux vont passer le contact avec les gens d'Edera et ils vont te dire qu'est-ce que c'est possible. Alors, bon, avant de nous quitter, merci beaucoup de remplir ce petit questionnaire qui vous voyez apparaître. Donc, c'est très simple, il y a 2 questions. Est-ce que la session 3 attend c'est satisfaisant? Oui, non. Donc, 1, pas du tout. 5, totalement. Et après, les choses qui sont au milieu, bah, clairement, au rating en fonction. Et si vous avez des sujets que vous voudrez approfondir davantage, par exemple, j'aimerais bien maintenant que quelqu'un m'aide à faire un plan d'action, etc. Ou je voudrais davantage découvrir des outils pour analyser le risque chez mes clients. Voilà. Qu'est-ce que c'est important pour vous d'approfondir? S'il vous plaît, de répondre. S'il vous plaît, de prendre un petit minute pour pouvoir répondre.
Ces informations sont collectées par la plateforme européenne de la microfinance et pour la suite, on va regarder vos souhaits et vos retours, comme ça, qui nous permet de nous adapter, nous améliorer grâce à votre continue participation. Vous voulez dire un peu plus sur la certification? Alors, est-ce que j'ai parlé de certification? Je ne sais pas si j'ai parlé de certification. Qu'est-ce que vous entendez par certification, Gérard? Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par certification? Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par certification? Oui, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, vous devez ouvrir le microphone. On vous a donné la possibilité d'intervenir. Il faut ouvrir le microphone de votre côté. Il y a un petit bouton normalement à haut gauche où vous pouvez ouvrir votre microphone. Gérard? Ouais, super. Ouais, allez-y. Je vois que le micro est ouvert, vous pouvez parler. Gérard, dites-nous si vous allez parler, sinon s'il vous plaît d'écrire dans la chat s'il y a un problème technique. Bon, sinon, simplement, je vais répondre à ce que j'ai compris du point de vue d'interprétation de la question. Donc, là, le Green Index, il peut être utilisé de différentes formes. Ça peut être une auto-évaluation. Vous vous auto-évaluez comme institution financière. Voilà, vous remplacez simplement. Vous pouvez avoir un accompagnateur d'un auditeur qui est formé pour le faire. S'il vous plaît, de nous contacter à legreen@imfp.eu. Donc, il va faire une analyse avec une certaine expertise pour analyser les différents documents, les différentes réponses, vos justificatifs, vous interviewer et tout ça, et tout ça, tout ça. Comme ça, vous allez avoir une évaluation guidée. Ça peut être guidé ou fait par un expert, autres deux options. Troisième point, il peut avoir une certification. Le Justice fait des certifications. Ça veut dire quelqu'un qui veut dire en telle partie vous certifie que vous êtes fait ce scoring-là. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, de nous contacter. Donc, vous pouvez très bien contacter à IMFP. Vous pouvez très bien contacter aussi, je vous montre, je vous renvoie, contact@justice.org. Donc, sur lesquels contact.org, sur lesquels, si vous êtes intéressé, attendez, je ne l'ai pas partagé avec tout le monde, désolé. Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé sur les certifications et davantage, on peut vous répondre. Ok, donc il faut qu'on clôture, vous le temps. On vous remercie énormément d'être parmi nous. On vous invite davantage à participer à la prochaine formation. Ça va être sur les produits verts, hein, financières et non financières. Donc, très intéressant. La semaine prochaine, vous allez recevoir la registration de cette formation. Vous allez aussi recevoir en version PDF les documents de formation. Merci beaucoup. Courage. On est qu'au début. On se promène ensemble dans une nouvelle réalité climatique, tout en sera en importance clé dans l'inclusion sociale et économique. À très bientôt et bon week-end.